On a enfin plus d'éléments de réponse sur ce qui se passe derrière le rideau d'Ubisoft sur la catastrophe qu'était Star Wars Outlaw, la catastrophe technique de game design, de level design, de conception de jeu, que les développeurs, pourquoi ils n'y arrivent plus, pourquoi ils faisaient des jeux hyper carrés il y a quelques années, et pourquoi les jeux maintenant qui sortent sont blindés de bugs, sont pas finalisés, il n'y a aucun peaufinage, il n'y a aucune IA, il n'y a plus de talent. Il n'y a plus de talent, il reste plus que des nuls, t'as l'impression. On a un début d'élément de réponse à ça. Un autre élément de réponse très intéressant, on a vu que Yasuke a été remplacé par rapport à Black Lives Matter et tout ça, on a beaucoup plus d'éléments de réponse là-dessus. Et sur qu'est-ce qu'aurait été l'histoire originale et pourquoi ils se sont tournés vers Yasuke. C'est très intéressant. Plus 2-3 autres bricoles autour d'Ubisoft et des Gamergate, vous allez voir, c'est très intéressant. Attention, please. Tu regardais le test de BB300? Oui, je l'ai vu, le test de BB300. Un petit strip rigolo de l'état actuel des jeux vidéo que je trouve tellement réaliste. Tellement réaliste. Il y a... Alors, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a actuellement plusieurs fois, on en a parlé plusieurs fois dans les précédentes vidéos, il y a des problèmes de localisation. Il y a des jeux japonais qui sortent, qui arrivent aux États-Unis, et dans la traduction anglaise, ils changent totalement la personnalité de la personne. Il y a un nouveau scandale qui a démarré sur je sais plus quel jeu, où la personnage féminin était juste une personnage femme douce, aimante, cool, chill, avec des discussions très amicales, qui dans la localisation anglaise est devenue strong independent woman, en mode vas-y les garçons, vous êtes tous des nuls, vas-y, heureusement que je suis là. Il change totalement. Et quelqu'un qui dit quelque chose qui est très intéressant, il dit ils ont compris que la seule façon de contrôler les médias japonais était de contrôler la localisation, ce qui détournerait l'histoire originale, les personnages et le sens général, un peu ce qu'ils font dans les écoles depuis quelques décennies. C'est pour ça aussi que je me dis que l'IA, une fois que franchement, ils se cassent les couilles à traduire par des traducteurs alors que l'IA est assez puissante, t'as juste à faire un clic, tout est traduit. Et juste vite fait relire par quelqu'un. Et t'as une meilleure traduction que par des traducteurs officiels. Ils vont rajouter leur idéologie à la con dedans. L'IA va sauver le monde des arts. Une femme coréenne versus une femme américaine. Lequel célèbre le plus la femme et rend honneur le plus aux femmes? Lequel est plus féministe? Moi, je dis le choix est vite répondu. Vous préférez Sonia Shiday ou vous préférez Dominique Purcell? Un article très intéressant sur Skull and Bones. Pour beaucoup, Skull and Bones, c'est un jeu OSEF. Parce qu'il est nul, parce que c'est un jeu avec un game design d'iPhone, ni fait ni à faire, avec blindé de microtransactions, dégueulasse. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a coûté entre 650 et 850 millions à Ubisoft. Vous allez me dire, mais comment il a pu coûter aussi cher? Souvenez-vous qu'il a été dans un désastre de développement. On a fait une vidéo qui retrace entièrement son développement sur plusieurs années. C'est une catastrophe. Et aujourd'hui, je crois qu'il est sur Steam, attends. Il est sur Steam en plus. Aujourd'hui, il a 200 joueurs. Il y a 200 joueurs. Sur un MMO quadruple A, qui a coûté 850 millions. On parle de Concorde qui a coûté 300 millions. Ils l'ont retiré au bout de 15 jours. Skull and Bones, il est là, hein, il survit. Il survit. Une rumeur prétend que Ubisoft a dépensé 650 à 850 millions de dollars pour ce jeu de quadruple A Skull and Bones, qui est une catastrophe. Hein. On a régressé dans les mécaniques de jeu. Il y a des jeux à la fin d'Assassin's Creed 3, en bateau, et surtout dans Black Flag, qui ont 5 ans d'avance sur ce que Skull and Bones propose. C'est un truc de fou. Selon le youtubeur Endymion et ses sources au sein d'Ubisoft, le projet qui a ruiné Ubisoft et les a mis en situation financière désastreuse dans laquelle ils se trouvent
après les faibles ventes de Star Wars Outlaw au deuxième trimestre et Skull and Bones, qui selon lui a coûté 650 à 850 millions de dollars. Endymion a déclaré: on m'a également dit que le projet qui a ruiné Ubisoft n'était pas réellement Outlaws ou Shadows, c'était bien Skull and Bones. Mes sources m'ont dit qu'ils avaient vu plusieurs versions différentes du jeu au fil des ans, chacune complètement différente. Elles ont dit qu'on leur avait dit que le budget dépensé pour Skull and Bones variait entre 650 à 850 millions de dollars sur 10 ans. 10 ans de production. Ils sont repartis je sais pas combien de fois du début. On a vraiment détaillé le développement de Skull and Bones dans des précédentes vidéos. N'hésitez pas à aller dans la playlist Ubisoft, vous retrouverez les informations. Et le fait que Skull and Bones ait été un tel échec pour Ubisoft est la véritable raison pour laquelle ils sont en train de mourir comme ils le font, a-t-il déclaré. Ce n'est pas vraiment Outlaws ou Shadows. Si vous pouvez le croire, ils ont donc investi une quantité légendaire de ressources dans ce jeu, et cela n'a clairement pas fonctionné du tout pour eux. Beaucoup ont dit que ce jeu et ce désastre dans n'importe quel autre studio aurait été annulé, le jeu aurait été annulé. Mais comme ils ont passé un bail avec le gouvernement singapourien, et qu'au final, ils ont dépensé du fric pour Singapourien, le jeu est désastreux. Mais qu'ils ne pouvaient pas annuler parce que c'était un deal avec le gouvernement. Et ils allaient payer des amendes monstrueuses. Et devoir tout rembourser toutes les aides si le jeu ne sortait pas. Ce jeu était censé faire la fierté de Singapour et des développeurs de Singapour. Oh, ouf. Le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, a décrit Skull and Bones comme un jeu quadruple A et a tenté de justifier le prix du jeu de 70 $ lors de l'appel de vente du troisième trimestre de la société pour l'exercice 2024 en février, environ une semaine avant la sortie du jeu. Un investisseur lui a demandé: pourriez-vous peut-être nous expliquer pourquoi le jeu a été fixé à 70 $? Vous avez certainement souligné qu'il est conçu pour de nombreux services en direct. Qu'est-ce qui a motivé la décision de rendre le jeu payant alors qu'il pourrait vraisemblablement limiter la taille de la base des joueurs et donc le PRI pour le jeu? Le jeu, dans sa conception, c'est un free-to-play. Gameplay rachitique, mécanique de jeu vite fait, des QTE dégueulasses qui servent à rien. Un jeu de bateau de pirate, tout le monde en a rêvé, hein, d'un Black Flag multijoueur. Il faut un jeu de bateau de pirate où, quand tu abordes un bateau, c'est une cinématique. Il n'y a pas de baston. Wouhou! Et en plus, ils le rendent payant. Je me demande si BGE2 n'a pas servi de base pour faire Star Wars Outlaw. Oh, putain, ouais. Ils ont peut-être récupéré quelques technos qu'ils ont développés pour BGE2, ce qui est fort possible. Hein, fort possible. Guillemot a répondu: vous verrez que Skull and Bones est un jeu à part entière. Vous pouvez le voir sur le marché aujourd'hui. C'est un très gros jeu. Et nous pensons que les gens verront vraiment à quel point le jeu est vaste et complet. C'est un jeu vraiment complet, triple A, quadruple A, qui sera à la hauteur sur le long terme. Moi, dès le premier trailer de gameplay, j'ai fait: non, c'est quoi cette merde? On dirait un jeu iPhone. Le jeu tourne sur iPhone. Après la sortie du jeu, Tom Henderson d'Insider Gaming a rapporté que le jeu compte actuellement plus de 850 000 joueurs. Le jeu compte actuellement environ 850 000 joueurs. Il a fait un pic à 2500 joueurs sur Steam. Pas convaincu. Au moment de la rédaction, ce qui inclut ceux qui ont choisi de jouer au jeu avec l'essai gratuit de 8 heures fourni par Ubisoft. Ah, oui, ils ont essayé gratuitement pendant 8 heures. Vous savez, qu'est-ce que c'est que cette merde? Combien sont allés au bout de 8 heures? Ouais, donc voilà, il n'y a pas 850 joueurs. Dans le même rapport, Henderson a précisé qu'Ubisoft avait dépensé environ 200 millions de dollars pour le jeu et ne s'attend pas à récupérer cet argent. Le jeu est sorti sur Steam et n'a atteint que 2600 joueurs simultanés. Depuis lors, le jeu a connu des pics de 24 heures, blablabla. Quelque chose qui est très intéressant. J'ai fait une vidéo qui était par rapport à Dragon Age Veilguard. Souvenez-vous, et j'ai dit le remake d'Horizon Zero Dawn, Dragon Age Veilguard, blablabla. Quelqu'un qui témoigne et qui dit: je suis trans et le message woke dans les jeux me gave. Je suis geek. Avant d'être transsexuel, je veux jouer une nana avec de jolies formes et magnifiques, pas une meuf dégueulasse avec des cicatrices qui me rappellent mes opérations et le fait que je sois une trans. Que ces gauchistes woke arrêtent de parler en mon nom. Aujourd'hui, les plus gros transphobes que je connais sont mes amis trans.
Les plus gros racistes sont mes amis arabes. Ils jugent le monde avec une vision qui a 50 ans et s'enferment dans leur racisme débile sous couvert d'antiracisme. Ils ont inventé ce que j'appelle le communautarisme. C'est un doux mélange entre racisme, sexisme, antisémitisme et tous les termes qui finissent en isme. Ils les ont classés en fonction de l'importance des combats, et pour eux le combat des étrangers, trans, homos, femmes. Ça fonctionne exactement comme ça, comme ce qui est critiqué dans le racisme, c'est faire une échelle de communauté, que telle communauté est plus importante qu'une autre, donc sa lutte passe avant. Et on se retrouve avec des LGBT qui défendent l'islam radical et qui veulent leur mort. C'est un excellent témoignage. Et comme je l'ai déjà dit, hein, des personnes trans, des personnes LGBT normales dans leur bot, ça existe. Sauf qu'ils sont pas très présentes sur Internet, et tant mieux pour eux, parce qu'ils ont d'autres choses à foutre. J'en ai croisé plein dans la vraie vie, avec qui j'ai discuté, ou même en MP. Ils en ont marre de l'idéologie LGBT. C'est pour ça, il faut faire la différence entre LGBT et l'idéologie LGBT. Et ceux qui se drapent de la bonne valeur de l'idéologie LGBT, qui sont juste des loups dans la bergerie, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Le priapisme. Et oui, elle a totalement raison. Truc intéressant. Des actionnaires demandent à Ubisoft de se vendre à Tencent. Pression d'un investisseur activiste suite à la décision de retarder son prochain jeu Assassin's Creed. Donc je vous rappelle, hein, il faut remettre dans le contexte financier. Oubliez les jeux. Financier. Financier. Il faut qu'on revienne 2 secondes. Faut qu'on revienne 2 secondes. Liste de jeux, pas ludothèque. 2 secondes. C'est quoi les derniers jeux sortis là? Oh, c'est très important. Sur 2023. Mirage a réussi. Mirage a réussi. Nexus, on n'en a pas entendu parler. Ah si, c'est le truc sur MetaQuest. Il est sympatoche. Il est sympatoche. Avatar a bidé. A bidé. Donc perte d'argent. Just Dance, je pense qu'il se maintient sans problème. Même très bien. Les 2 autres, là, je sais même pas c'est quoi. iOS et Netflix Game, super, on s'en fout. C'est pas ça qui va faire de l'argent. Haute-Baller. Quelqu'un a entendu parler de ce jeu? C'est un party game développé par GameSwing et édité par Ubisoft. Bon, c'est pas ça qui va faire du jeu. Soldat Inconnu, Frère d'Armes, c'est quoi? C'est un remake, personne n'a entendu parler. C'est pas ça qui va faire du jeu. The Crew Motorfest a fait une petite réussite. Settlers, catastrophe. Battlecore Arena, catastrophe. Just Dance, bon, il se tient. Monopoly, bon. Prince of Persia, The Lost Crown, bon jeu bien reçu, mais faible vente. Rainbow Six, Skull and Bones, catastrophe. Mais grosse catastrophe, là. Ce que je veux dire par là, c'est que, ça reste à part Just Dance, vraiment à part Just Dance, qui est une licence très forte, tout le reste, je pense pas qu'il rapporte beaucoup d'argent. Hein. Skull and Bones, du coup, un gouffre financier de 600 millions, étalé sur 10 ans, mais un gouffre financier. Star Wars Outlaw, du coup, un gouffre financier, il devait renflouer les caisses. X Défiante, une catastrophe, un gouffre financier. Je sais même pas combien il y a de joueurs dessus. On sait combien il y a de joueurs, il est sur... Est-ce qu'il est sur Steam Charts? Il est sur Steam Charts, X Défiante. Non, il n'y est pas sur X Charts. Si, X Défiante. Ah non, c'est Stream Chart. Il y a combien de streamers actuellement? Il y a 1000 viewers sur X Défiante. Et c'est un gouffre. Et du coup, ils sont dans des trous. Assassin's Creed Shadow aurait dû remplir ce trou. Et ils le repoussent. Alors, ils sont pas fous, hein, elle est pas folle la guêpe, ils l'ont repoussé à février. Je vous rappelle que les années fiscales des entreprises se terminent en mars. Donc ils pourront pas le repousser. S'ils le repoussent après, ça va être très compliqué pour Ubisoft. Financièrement, capitalistiquement. Mars. Dernier délai. Pour renflouer un peu les caisses. Mais il faut qu'ils se vendent le jeu. Il faut vraiment qu'ils se vendent. Et vu dans la catastrophe publique qu'ils sont actuellement, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. AJ Investment, un investisseur activiste détenant moins de 1% du capital d'Ubisoft, a déclaré qu'il travaillait avec d'autres actionnaires
de l'entreprise pour pousser la firme française à se vendre à la société Capital Investment au géant chinois Tencent. Tencent détient environ 10% du capital d'Ubisoft. Dans une lettre ouverte la semaine dernière, AG Investment a déclaré avoir recueilli le soutien de 10% des actionnaires d'Ubisoft pour sa campagne de pression, ajoutant qu'il avait l'intention de coopérer avec des sociétés, des conseils en vote par procuration en vue du vote lors de la prochaine assemblée générale de l'entreprise. CNBC n'a pas pu vérifier ce chiffre de manière indépendante. Nous avons parlé à des experts du secteur en tant que membres potentiels du conseil d'administration et de cadre pour remplacer la direction actuelle pour réaliser nos objectifs stratégiques. Nous proposons nos candidats en temps voulu, a déclaré AG Investment. Yves Guillemot et Ubisoft doivent être punis. Et donc je disais, ils ne peuvent pas retarder Assassin's Creed plus tard. Assassin's Creed, Shadows, un développement de 5-6 ans maintenant, même peut-être plus. Tu vas vraiment me faire croire que dans un développement de 5-6 ans, en 3 mois, ils vont tout régler? Et vous allez voir pourquoi c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'il n'y a plus de talent chez Ubisoft. On va en parler juste après. Alors, il n'y a plus de talent aussi chez les journalistes de jeux vidéo. Vous vous souvenez de ça? Les journalistes de jeux vidéo qui testaient Cuphead et qui n'a pas réussi à passer le tuto et qui a mis une mauvaise note et une mauvaise appréciation sur le jeu. Parce qu'il ne savait pas qu'on pouvait double sauter et dasher. Il fallait double sauter et dasher. Ou sauter et dasher. Vous comprenez pas. Il est resté bloqué 2 minutes là-dessus. Hein. Ouais, il est resté bloqué 2 minutes là-dessus. Ah, il a réussi au bout de 1 minute... 1 minute 20, il a réussi au bout d'1 minute 20. Et après, il a été rebloqué plus loin parce qu'il comprenait pas ce qu'il fallait faire. Alors, d'abord là-dessus. Star Wars Outlaw qui n'a été vendu qu'à 1 million d'exemplaires, pourquoi c'est grave? Moi, quand j'ai vu la news, je fais putain, autant que ça. Mais c'est une réussite? Non, 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 non. Une nouvelle rumeur prétend qu'Ubisoft n'aurait vendu qu'1 million d'exemplaires au total de Star Wars Outlaw, bien en dessous des attentes des analystes qui estimaient le jeu à 5 millions de ventes. Ces rumeurs viennent de Grant Taylor Hill d'Insider Gaming qui rapporte « Nous avons obtenu un chiffre de vente actuel auprès des sources proches du jeu. Au moment de la rédaction de cet article, Star Wars Outlaw vient de dépasser le million de ventes dans le monde. » Comme l'a noté Hill, Assassin's Creed Mirage aurait vendu 5 millions d'exemplaires après 3 mois. Il semble que ce soit encore pire que ce que le rapport initial avait rapporté. Christopher Dring, journaliste spécialisé à tirer la sonnette d'alarme dans l'industrie du jeu vidéo, a noté que, selon le UK Sales Chart, Star Wars Outlaw a fait environ la moitié d'Assassin's Creed Mirage. C'est aussi clairement bien inférieur à ce que les analystes du marché attendaient. Nick Dempsey de Barclay a suggéré qu'Ubisoft vendrait 5 millions d'unités lors du rapport de vente du premier trimestre de l'exercice 2024 de la société en mois de mai dernier. Et il pensait que ce chiffre était prudent compte tenu de l'optimisme d'Ubisoft sur le jeu malgré des multiples signaux d'alarme. Je vous rappelle que pour Ubisoft, Star Wars Outlaws, c'est pas moi qui le dis, c'est Ubisoft lui-même qui le dit à ses administrateurs. On l'a entendu dans les précédentes vidéos. Il soutenait que Star Wars Outlaw était du niveau d'un nouveau Dead Redemption 2. C'était l'ambition. Licence ultra forte, avec des spin-offs après, ça va être génial. Selon Ubisoft. Hein. Et moi, genre, je m'en fous, hein, je m'en fous. Je sais que je radote là-dedans. Hein. Mais que des testeurs ont testé Star Wars Outlaw en disant « Ouais, ça va. Pas mal. » Et quand tu vois le désastre dans lequel est le jeu, il y a un problème là-dessus aussi. Il y a un problème là-dessus. Non, il n'y a pas de chaîne psychologique Twitch, j'ai été banni à vie de Twitch. Il y a longtemps, maintenant, il y a plus de 3 ans. Dempsey a demandé, quand je regarde les prévisions pour le deuxième trimestre, et si je suppose que le catalogue de deuxième trimestre sera similaire à celui du premier trimestre, cela devrait atteindre 200 à 230 millions d'euros, ce genre de fourchette. Pour la nouvelle sortie de Star Wars Outlaw, quand je regarde le prix de 70$, et que je suppose ce que vous pourriez en tirer, j'en arrive à environ 5 millions d'unités. Quelque chose dans ce genre de fourchette. Tout d'abord, où pourrais-je me tromper avec cette réflexion? Deuxièmement, êtes-vous simplement assez conservateur dans votre prévision? Parce que je suppose qu'au vu de l'intérêt suscité par ce jeu, nous aurions pu penser qu'il y aurait plus de 5 millions d'unités. Ce chiffre extrêmement bas est logique, étant donné de la récente communiqué de presse d'Ubisoft a considérablement réduit ses prévisions de réservation nette pour le deuxième trimestre de 500 millions d'euros. De 370 à 370 millions d'euros. Une baisse de 30% en fait.
Le groupe a abaissé l'ensemble de ses réservations nettes annuelles à environ 2 milliards d'euros et un résultat opérationnel non IFRS et un flux de trésorerie disponible à peu près à l'équilibre. La société a également admis que cette réduction avait été opérée en raison des décisions prises pour Assassin's Creed Shadows et du lancement plus doux. Un lancement plus doux que prévu. Le lancement était plus doux. Guillemot a osé dire Star Wars Outlaw est un jeu solide, mais les jeux veulent des jeux exceptionnels. Tu te fous de la gueule du monde. À quel moment c'est un jeu solide Star Wars Outlaw? Les joueurs veulent juste des bons jeux, en fait. Il a également noté, de plus, malgré des notes solides sur Metacritic 76, selon les journalistes, selon les journalistes, c'est dégueulasse. 76, c'est dégueulasse. Quand tu sais, les journalistes, comment ils vous graissent la patte dans le sens du poil. Et des scores d'utilisateurs dans les magasins First Party à 3,9 sur 5, qui reflètent un univers Star Wars immersif et authentique, les ventes initiales de Star Wars Outlaw se sont avérées plus faibles que prévu. Guillemot, PDG de la société, a ajouté « Nos résultats du deuxième trimestre n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, ce qui nous a incité à réagir rapidement et fermement, en mettant encore plus l'accent sur une approche centrée sur le joueur et le gameplay. » Ça veut dire que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. C'était centré sur l'agenda politique, le wokisme et les LGBT. Voilà. Mais maintenant, il faut recentrer sur le gameplay maintenant. Ainsi qu'un engagement indéfectible envers la valeur à long terme de nos marques. Bon, ça, c'est... Il faut faire plus de wokisme. C'était si mauvais... Alors, on va pas revenir dessus. On avait fait une vidéo où on revient sur les politiques woke de Ubisoft et comment c'était gangréné dans la société. Et comment Guillemot touchait de l'argent là-dessus. C'était si mauvais qu'il a annoncé que le conseil d'administration a lancé une revue interne de l'entreprise. Au-delà des premières actions importantes à court terme, le comité exécutif, sous la supervision du conseil d'administration, lance une revue visant à améliorer encore notre exécution, notamment dans cette approche centrée sur le joueur, et à accélérer notre trajectoire stratégique vers un modèle plus performant au bénéfice de nos parties prenantes et actionnaires. L'entreprise a indiqué qu'elle espérait augmenter les ventes en peaufinant le jeu. En fait, c'est en terminant le jeu, c'est pas le peaufiner, c'est le terminer le jeu. En réponse aux commentaires des joueurs, les équipes de développement d'Ubisoft sont actuellement pleinement mobilisées pour mettre en œuvre rapidement une série de mises à jour pour peaufiner et améliorer l'expérience du joueur afin d'engager un large public pendant les périodes de fête pour positionner Star Wars Outlaw comme un jeu performant à long terme. Je traduis ce qu'ils veulent dire ici. Le jeu, c'est de la merde. On a des développeurs qui sont de la merde. On va engager des prestataires extérieurs pour finaliser et corriger le bordel et croiser les doigts et espérer que quand il sortira sur Steam pour Noël, ça va un peu renflouer les caisses. Traduit comme ça. Ces ventes décevantes sont un regard encore plus noir quand on réalise que l'entreprise a investi énormément d'argent dans ce jeu. Guillemot ayant annoncé en mai dernier que le jeu recevrait le plus gros budget marketing jamais réalisé par Ubisoft. Et c'est vrai, il y avait des pubs de partout. Contre là où tu dis, il y a des pubs de partout, il y a zéro gameplay. C'est chelou quand même. Les seuls gameplays qu'on voyait, c'était des cinématiques, des dialogues, et elle faisait du ride dans la prairie. Il n'y avait aucun gameplay des IA, de l'infiltration et tout ça. Il a déclaré « Nous avons pris en compte un lancement solide pour Star Wars Outlaw qui reflète le fait qu'il fait partie des jeux les plus attendus de l'industrie cette année et un sentiment très fort et très positif de la part de la communauté. » Pareil, encore, ça c'est des éléments de langage. Disney a détruit la licence Star Wars. Personne n'attendait un jeu Star Wars. Personne. Même les plus gros fans de Star Wars, ils ont tellement été dégoûtés par ce qu'a fait Disney, par les dernières productions Disney-Netflix. Personne n'attendait un jeu à Star Wars. Et vous faites un jeu Star Wars avec zéro Jedi. Avec une héroïne dégueulasse. Pas charismatique pour un sou. Avec des PNJ, des personnages insipides. Une histoire insipide. Ça rien. Nous avons également prévu le plus grande campagne marketing jamais réalisée pour un jeu Ubisoft. C'est ce que nous avons pris en compte au deuxième trimestre. Et c'est ça le truc, c'est que le jeu a bidé de fou, même avec une campagne marketing qui tabassait sa mère. Parce qu'il y en a eu des jeux qui étaient nuls à chier, mais avec une campagne marketing, beaucoup de gens ont acheté, puis ils ont vu que c'était nul à chier. Mais ils ont acheté.
Et là, même avec ça, ça n'a pas marché. Alors pourquoi c'est grave? Bah, tout simplement parce que normalement, une grosse réussite d'Ubisoft, c'est 10 millions d'unités. Hein. C'est pas 1 million, c'est 10 millions. C'est 10 millions d'unités. Unity, Origin, Odyssey, Far Cry 5, Far Cry 4, Ghost Recon Wildlands, Rainbow Six Siege, Division, Division 2, Watch Dogs 2, Watch Dogs 1, c'est plus de 10 millions d'unités vendues. Un gros AAA d'Ubisoft, normalement, c'est censé être 10 millions d'unités vendues. Pas 1. Elle est là, la catastrophe. Maintenant, pourquoi les échecs? Un truc intéressant. Je suis tombé sur cette vidéo que l'algorithme m'a conseillé. Et c'est un développeur japonais qui a parlé un peu du coup de Ubisoft. Et il y a un truc incroyable. Regardez ça. Regardez ce passage. Il veut aller postuler chez Ubisoft. Et il trouve... lui, il est testeur, il fait de la localisation. Et il trouve donc un poste à Ubisoft pour de la localisation de natifs japonais. Oh, this is nice. Native Japanese localization tester. What? Chengdu, China. You are hopeless. But... Alors, il développe dans sa vidéo, je vous laisserai le lien dans la description. Mais à la fin de la vidéo, il explique pourquoi il demande des employés natifs japonais pour un jeu qui se passe au Japon. Et l'offre d'emploi, elle est pour leur studio en Chine. C'est les Chinois qui développent le jeu. Et à la fin, il développe. Ça peut être une théorie du complot, mais ça peut être un élément de réponse. Souvenez-vous, dans les trailers, il y a eu des scandales au Japon. C'est même parti jusqu'en politique. Il y a eu des débats à l'Assemblée japonaise en politique. Parce que dans les trailers, il y avait des objets chinois qui n'avaient rien à foutre là. Il y avait des sous-titres chinois qui n'avaient rien à foutre là. Et 2-3 autres foutages de gueule. Et lui et moi, du coup, je soupçonne que ces devs chinois, qui, je vous rappelle, les Chinois n'aiment pas trop les Japonais, ont délibérément saccagé le jeu. Et à quel moment c'est pas honteux de demander des natifs japonais et de leur proposer du taf en Chine? Et il y a pire que ça. On va revenir sur la vidéo d'Endymion. Endymion, il a fait une vidéo très intéressante. Il est en contact avec des internes d'Ubisoft et de plusieurs milieux de gros studios. Et c'est très intéressant. D'abord, il parle du héros original. Alors, il y a les sous-titres français, donc faites-vous plaisir. Ce que devait être le héros original. On va écouter que le début. For the Yasuke story. Originally, the plot of Shadows was supposed to surround a piece of Eden like other games called the Sword of Eden. It was an Isu artifact like the apple or the staff in Odyssey, but this sword would corrupt its wielders with power and then give them dominion over others. The hero of the original story was named Taka Yamauchi, who was a Shinto monk. Taka was decided to be a follower of Shintoism because it was a unique religion within Japan at the time, which would give Taka an interesting viewpoint of the world around him. This was chosen because the writers on Shadows wanted to give the audience a glimpse into a world that was foreign to many. And it was juxtaposed against the idea that the Shinto monk wanted nothing to do with conflict or the wars that were being engulfed by nobles. So pretty much, the hero was a badass nice guy who wanted to garden all day and just meditate. But of course, like any good badass would, the danger finds them eventually. Apparently the story would have switched into high gear when Oda Nobunaga was killed. In case you don't know, in real life events, Oda Nobunaga was a famous lord that was murdered by his... La grande question, c'est pourquoi? Je pense que le salaire japonais, le salaire chinois, il doit être un peu beaucoup plus faible que le salaire japonais. Je pense qu'il y a une grosse partie de la raison. Own trusted general named Akechi Mitsuhide. In the new version of Shadows, Yasuke was a slave that is bought by Oda from the Jesuits when they come to Japan. And the very little details of the real-life aspects of Yasuke that we do know, at least we do know that he did carry Oda's tools around and he would dance like a fool in front of his guests because Yasuke's skin was black and he was a very large man. Was Oda Nobunaga racist towards Yasuke in this sense? Absolutely. But I mean, it was a different time, of course, where a black man would stand out like a sore thumb amidst the rest of the Japanese populace. Anyway, like I was saying, Taka Yamauchi
Un autre passage qui est très intéressant, c'est pourquoi ils ont abandonné l'idée de Taka Yamauchi. Je crois que c'est ici. On avait déjà soulevé cette idée, mais ça fait du bien de la réentendre. Taka Yamauchi, the Sword of Eden, and all of that was heavily scrutinized by the Shadows head development team. According to my sources, most of what was made or written by the original Shadows team was largely abandoned by the now Shadows devs. This all happened between 2015 to 2016 according to them, so this game has been on in and off development for almost a decade at this point. Donc les premières idées du jeu ont presque 10 ans. Presque 10 ans. Source also told me they did hear that the bulk of the story and direction was changed during 2020, like I previously mentioned in my other video. And they do believe that the political climate of that time, including George Floyd and the Black Lives Matter movement, did lead to Yasuke being inserted over Taka Yamauchi. So when my previous sources told me that they saw a fully created Japanese male protagonist, I can only assume that what they saw was indeed Taka Yamauchi. Donc, ils l'ont bien changé par rapport à Black Lives Matter et George Floyd. Par contre, ce qui est intéressant, si Assassin's Creed Shadows serait sorti en pleine vague Black Lives Matter, même s'il était nul, aurait surperformé. Tellement c'était devenu politique cette histoire. Mais 4 ans plus tard, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est là que tu te dis, il y a quand même des woke, développeurs et direction chez Ubisoft qui s'est dit « Oh, cette histoire, elle va être bien. Ça va faire vendre. » Et il s'est pas dit « Est-ce que ça va faire vendre dans le temps? Est-ce que c'est pas juste un épiphénomène et que dans 2 ans, on n'en parlera plus ?» Ils n'ont aucune vision de l'avenir à ce point-là. Et c'est là où c'est catastrophique. Vous savez pourquoi les jeux sont catastrophiques dans l'industrie du jeu vidéo actuellement des gros studios, Ubisoft et d'autres, à cause de ceci. Et il explique tellement bien. C'est pareil. Écoutez ça. Écoutez ce passage. Ouvrez vos esgourdes. You're gonna be getting whatever it is that Ubisoft has cooked up this time. But like I said in my previous video, they have at least 7% of the pre-orders of Valhalla in the same time period. It's a big reason why they're bombing so hard right now. Besides the origins of Shadows being revealed to me, another source told me that Ubisoft is reeling in terms of development as well. And they Ça serait énorme en février remplacer Yasuke par un Palestinien. currently have, as my source told me, an abnormal amount of female developers in their studios, which is, yes, being done on purpose. Il y a un nombre anormal de développeuses femmes dans le studio. Le féminisme est surexplosé. Et tu peux pas payer tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu as trop de femmes? Bah, tu dégages les talents. Du coup, comment tu fais? What I was also told about Ubisoft, which was very stupid, is that in terms of the actual senior development leads working at Ubisoft natively, most of their actual talent is from contract work. Donc les contract work, c'est des prestataires extérieurs. Donc en gros, Ubisoft te dit, et les gros studios te disent, nous sommes la diversité et le wokisme incarné, regardez comment on intègre des LGBT, des non-binaires, des femmes. Mais ces gens font tellement de la merde, mais ils sont obligés de les garder. Ils préfèrent les payer à rien foutre ou à foutre de la merde. Et à côté, pour sauver les meubles, ils sont obligés de faire appel à des prestataires extérieurs qui sont normaux et qui font le taf. Et ça, c'est balèze. And an alarming amount of these actual competent developers who usually work on these projects just to ensure they, you know, make it through the door are actually middle-aged white men. These contractors, as I'm told, which have spoken to many of my sources about their experiences not only at Ubisoft but other dev studios, is that there's a devastating lack of competence and actual talent at a lot of these Western studios. Tous les studios occidentaux ont un désastre de talent réel. À cause de ça, parce qu'ils embauchent sur le profil politique, sur le profil haute d'orientation sexuelle et pas sur le talent. Et comme ils sont obligés de les garder pour avoir ces quotas, ils peuvent plus embaucher les gens talentueux. Donc ils prennent des prestataires extérieurs. Donc les budgets explosent. Et aussi, bah, les autres ils bossent un peu. Les jeux sont dégueulasses, ultra bogués, ultra pas finis. Et après on te dit, c'est compliqué de développer un jeu. Non, c'est pas enfin si, c'est compliqué de développer un jeu. Mais de sortir un jeu dans cet état, c'est qu'il y a un autre problème. C'est un autre problème.
these days. And essentially what is happening is these publishers will hire these senior devs that actually know what they're doing as contractors, so they don't have to display them amongst the other far less competent devs, which are mostly, as I'm being told, and don't shoot the messenger, alright? I'm just telling you what they're telling me. But these incompetent devs are mostly women and people who are diversity hires. So case in point, competent white male devs are contracted to work on these things, not necessarily in roles that allow them to, say, change the story or approve character designs or anything like that. Those decisions are almost exclusively decided by your typical woke Marxist left-leaning activists within these studios. But since when it comes to actually making the moronic ideas a reality being harder than they expected, they then contract these older white guys who likely Donc le constat est que les femmes surreprésentées qui bossent sont compétentes. Bah c'est ça. Ce qui veut pas dire que c'est pas que les femmes sont incompétentes. C'est qu'ils embauchent parce que c'est des femmes et pas parce que c'est des compétentes. C'est tout. Ils embauchent des LGBT parce qu'ils sont LGBT et pas parce qu'ils sont compétents. C'est ça le truc. Par contre, si t'es un mec d'âge moyen blanc, ils vont pas t'embaucher parce que t'es un mec d'âge moyen blanc. Ils vont pas embaucher des mecs non compétents. Ils vont embaucher des mecs compétents. make way more money off these publishers this way to make their stupid woke decisions an actual reality. So you end up with games that suck and are made for no one, but at least they still function as video games. But this is largely only because these contractors are working on it. It's kind of messed up when I spoke to my sources about this, but this is apparently happening all over the industry right now. Studios are filled with people who have zero idea what they're actually doing. They're being hired based on identity or gender, yet when it comes to actually making things happen, well, it doesn't, according to my sources. In terms of what I heard about Ghost of Tsushima and Yotei... Et après, il parle de Ghost of Tsushima et de Yotei. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Sa vidéo. Donc le constat, c'est que les femmes qui bossent... pour renflouer les caisses, Ubisoft va faire des remakes des anciens Assassin's Creed. Alors oui, mais ces remakes sont développés par les mêmes incompétents. C'est aussi pour ça que la plupart des remakes qui sortent et des remasters qui sortent sont dégueulasses et sont pires que les jeux originaux. C'est un truc de fou. Tant qu'il n'y a pas un nettoyage, franchement, Ubisoft ou n'importe quelle société, vous voulez sauver votre boîte, vous licenciez sur le champ l'intégralité des personnes que vous avez embauchées sur le sexe, sur l'orientation sexuelle, sur la politique. Vous les dégagez. C'est pas normal. C'est-à-dire que t'imagines aussi, t'imagines l'ambiance. T'imagines l'ambiance dans le studio. Imagine l'ambiance dans le studio. T'es en train de faire un crunch de malade, faire des heures sup pour essayer de régler des bugs hallucinants. Et à côté, tu vois des cheveux bleus complètement débiles qui par contre se met genre pas, tu vois, et que oh là là, et qui blablate devant la machine à café parce qu'ils ont rien à foutre. Et que vite fait, ils bossent un petit peu, mais ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Et que toi, t'es obligé de passer derrière, nettoyer leur merde. T'imagines dans quel sens, dans quel environnement vous travaillez? Que eux ont le même salaire que toi, voire même peut-être plus que toi, qui sont bien vus par la direction, qui sont défendus par la direction, qui sont protégés par la direction et les RH. Et toi, on te chie à la gueule et on te traite comme un esclave. Vas-y, tu vas bosser et tout. On peut te parler comme une merde. Tu peux pas te plaindre. T'es juste un mec blanc. Par contre, les autres, doigts de pied en éventail sur le bureau, ils comprennent rien à rien, font de la merde. Mais on peut pas y toucher. Parce que sinon, on est LGBTophobe, sinon, on est féministophobe, sinon, on est no-binairophobe. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Et tu peux pas les virer, oui, comme tu dis, Koroshiku, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Tu peux pas les virer, parce qu'il y a un quota à respecter. Si tu veux toucher ton bonus de fin d'année, tu peux pas les virer. Il faut un quota. Donc, ils prennent des prestataires extérieurs, qui est en dehors des quotas, et qui terminent les jeux. Donc les jeux coûtent 300 millions, 400 millions, alors qu'en fait, avec un vrai budget et des vrais développeurs, coûteraient 3 fois moins, 4 fois moins, 5 fois moins, 6 fois moins, et sortiraient dans un meilleur état. J'ai vu aussi un article qui disait « Les joueurs ne veulent plus de AAA ». C'est pas que les joueurs veulent plus de AAA, c'est que les AAA actuels
dans leur grande majorité, c'est de la merde. Bref. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager autour de vous, c'est très important. Et à bientôt pour des aventures.